Notre colloque a pour but de vous faire découvrir un grand homme, car nous considérons que le comte de Chambord était un grand homme. Je ne vais pas refaire le discours que j'ai prononcé hier devant le monument du comte de Chambord, mais je rappellerai simplement que le comte de Chambord était un homme auquel les Morbihanais étaient très attachés, et ce un peu dans tous les milieux sociaux. Et donc le Morbihan et le cercle Jean-Pierre Callor avaient un titre particulier, une légitimité, on va dire, à pouvoir organiser ce colloque. Le Morbihan est aussi le seul endroit en France où figure un monument dédié au comte de Chambord, donc à Sainte-Anne-d'Auray. Le président de l'association Saint-Henri, qui est responsable de ce monument et qui l'entretient très bien, est présent avec nous et nous a accueillis hier soir pour la soirée. Je le remercie à nouveau. Donc le comte de Chambord, non seulement était un prince très attachant, mais il a été surtout porteur d'un message politique et spirituel essentiel pour la France. Et ce message politique et spirituel peut encore nous éclairer aujourd'hui. Et c'est un peu le fil rouge, si vous voulez, de ce colloque. On va évoquer l'homme, ses idées, ses orientations, pour nous conduire à ce que cet homme et ses idées peuvent représenter pour notre société d'aujourd'hui si perturbée et si menacée. Alors, ce colloque est placé, comme vous avez pu le voir, sous le haut patronage de Monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou, qui devait être présent. Il s'était organisé pour être présent. Et ce sont vraiment les difficultés de ces derniers jours sur la capitale espagnole, Madrid, qu'il a dû renoncer, puisque Madrid est en situation de confinement, je crois, aujourd'hui. Donc, il était très difficile pour lui de pouvoir venir, mais tout était prévu, il devait venir. Nous avons son représentant, donc le colonel... donc Jacques Hogar, qui va prononcer donc, le discours introductif que le prince aurait prononcé si il avait pu venir. Donc je vais lui laisser la parole avant de la redonner à Guillaume Bernard, qui va être le modérateur de la journée, comme vous l'avez compris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Benoît. Merci beaucoup aux organisateurs du cercle Jean-Pierre Callor de cette invitation. Je suis navré, comme je l'ai dit hier soir au cocktail qui a suivi la cérémonie à laquelle je n'ai pas pu assister compte tenu du retard du TGV de Paris. Je suis navré de devoir représenter le prince qui se faisait une grande joie d'être présent parmi vous aujourd'hui et qui en aurait tiré, je dirais même, un grand profit personnel. Il en est conscient et il regrette beaucoup son absence, indépendamment du fait qu'il ne peut pas vous rencontrer malheureusement du fait des événements. Alors il m'a chargé de prononcer les mots qu'il avait l'intention de vous livrer lui-même. Donc je parle en son nom, discours de Monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou, chef de la maison de Bourbon, à l'occasion du colloque organisé par l'association Jean-Pierre Callor sur le comte de Chambord, à Vannes, le 3 octobre 2020. Chers amis, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, vous avez souhaité commémorer la personnalité du comte de Chambord. Je remercie vivement le cercle Jean-Pierre Callor d'avoir eu cette initiative menée dans un contexte difficile. Pour vous tous ici réunis, ce matin, le comte de Chambord est d'abord une figure historique, avec tout ce que cela sous-entend de recherche et d'études. Elle l'est pour les historiens, qui y consacrent leurs travaux et que vous aurez le plaisir d'entendre tout au long de la journée. Personnalité historique, le comte de Chambord l'est aussi pour le public qui sait combien ce prince et son action ont souffert d'approches subjectives, voire partisanes. Il y a donc toujours à mieux approfondir la connaissance de ce règne dense, même si ce dernier n'a pu être abouti pleinement, et de cette personnalité si attachante que ses contemporains ne surent pas toujours comprendre. Mieux apprécier tout ce que l'action du prince recouvre est donc nécessaire, et je remercie d'avance tous les orateurs, et notamment ceux, je passe, puisque le prince n'est pas là. Mais mon approche est différente, car si je suis le successeur légitime du comte de Chambord, désigné selon les antiques lois du royaume de France, en revanche, je n'ai pas de légitimité à parler en historien. Évoquer le comte de Chambord est pour moi d'abord une histoire de famille, celle des Bourbons. Une histoire d'une famille un peu particulière, puisqu'elle est aussi celle dont le destin est intimement lié à celui de la France. De cela, mon grand-oncle avait conscience, lui qui mettait le principe qu'il incarnait au-dessus de sa personne.
Si je suis à mon rang actuellement, c'est à lui et à son inflexibilité que je le dois. Toute sa vie est le reflet de ce service qu'il devait à la France, le reflet de ce métier de roi qu'il ne pouvait pas voir en conscience, travesti et détourné de ses fins. Il ne pouvait renier les principes qui avaient fait la grandeur et la force du royaume de France. N'oublions jamais que même exilé, il était regardé comme un souverain et que son opinion, ses gestes étaient épiés, car il demeurait, même privé de tout pouvoir apparent, l'héritier légitime. Ce qu'il incarnait était plus fort que sa propre personne. Il demeurait un recours pour la France, mais bien au-delà, partout où notre pays savait faire entendre sa voix. Pour le bien commun, il n'a jamais trahi la cause de la légitimité. Voilà son message d'outre-tombe. Pour sa famille, et notamment pour ceux qui en sont les chefs, génération après génération, le comte de Chambord a légué un testament moral, qui, à la différence des héritages physiques, perdure et est toujours aussi vif. Ce testament moral, légué par le comte de Chambord et ses descendants, peut se résumer en 4 mots, qui demeurent des fondements pour les chefs de maison. Lucidité et réalisme, d'une part, pour caractériser le souverain, espérance et piété profonde, de l'autre, pour le prince chrétien. Plus qu'aucun autre de ses contemporains, le prince est resté sa vie durant, lucide devant les événements et devant les hommes, sans s'abandonner aux rêves des idées. Confronté à l'âge de 10 ans à l'émeute et à la Révolution, comme à la traîtrise de certains de ses proches, il a très vite compris qu'un chef d'État devait être en prise avec le réel et que le bien commun devait transcender ses intérêts personnels. Cette ligne de conduite, il l'a léguée à ses successeurs. Ne pas croire au mirage, tenir le cap, voir loin pour pouvoir gouverner au quotidien, être lucide sur les choses comme sur les hommes. En ce sens, il a fait sienne les maximes pleines de sagesse politique de son aïeul direct Louis XIV s'adressant au dauphin. Il faut savoir affronter avec lucidité toutes les situations et ne pas transiger. Cette éducation pour le comte de Chambord avait commencé alors qu'il était à peine adolescent et elle devait se poursuivre par la suite par l'observation qu'il faisait de la France et des autres États européens pour lesquels le XIXe siècle fut bien souvent une époque de troubles. Les gouvernements légitimes étaient souvent remis en cause au profit d'autres qui ne tenaient que le temps de passions éphémères, des hommes et de vaines promesses. Le comte de Chambord a refusé la facilité et n'a pas accepté d'abandonner ce qu'il représentait. Cette force de caractère peu commune dont il fit preuve reste un exemple. Dans les temps de tempête, un roi doit demeurer ferme. Louis XVI, son grand-oncle en mourut. Son grand-père en perdit son trône. Il était de la même école, celle du devoir à l'égard de la France. Le prince souhaitait que celle-ci renoue avec sa tradition et reprenne le chemin de sa grandeur brisée en 1789, puis en 1830. Le comte de Chambord a compris très tôt qu'il n'aurait pas à transiger avec des idées nouvelles qui étaient à la fois perverses, puisqu'elles rompaient avec l'ordre naturel, et contingentes, puisqu'elles reposaient sur les émotions du moment, ou sur la satisfaction d'intérêts sectoriels. Le comte de Chambord a perçu la nocivité de ces idées à un moment où elles n'avaient pas encore déployé toutes les facettes de leur malignité, et il a voulu les éviter à la France, au sacrifice de sa montée sur un trône qui aurait été le reniement de 1000 ans d'histoire. S'il a pu constater les méfaits des débuts de la société moderne, notamment en ce qui concerne la condition des hommes et des plus pauvres en particulier, il n'a pas vu, heureusement pour lui, les dérives auxquelles, 150 ans après, notre société est aujourd'hui confrontée. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est la lucidité contre les mirages des modernités, qui ne font que passer, laissant trop souvent derrière elles des dégâts catastrophiques, comme on le constate actuellement après les drames des 19e et 20e siècles. Gardons donc de son message cette sagesse basée sur le réalisme, qui doit être au fond l'action des souverains. En ce sens, le comte de Chambord prolonge l'héritage de ses ancêtres et le laisse intact pour ses successeurs. Mais au réalisme lucide de Louis XIV, encore fallait-il ajouter l'espérance et la piété d'un Saint-Louis. Là encore, le message que le comte de Chambord adresse à ses successeurs est toujours actuel.
En son siècle où sciences et techniques faisaient de grands progrès, il n'a jamais oublié qui était le Créateur. Dieu et la religion doivent demeurer au cœur de l'action politique, et si l'on ne veut pas qu'elle soit finalement vaine et surtout dévoyée. Ainsi, le comte de Chambord a non seulement toujours soutenu le pape, confronté à la question de l'unité italienne, mais il a soutenu toutes les œuvres qui pouvaient contribuer à ce que la société moderne ne se fasse pas contre la religion, mais avec. Là aussi, il a perçu les évolutions de son époque, tant en France même que dans le monde, en apportant le secours du fils de Saint-Louis aux chrétiens du Liban, déjà martyrisés lorsque les Turcs encouragèrent les massacres en 1860. Sa foi et sa piété permettaient au comte de Chambord d'affronter les épreuves du présent et de garder l'espérance pour l'avenir. Voilà ce qu'il a légué à ses héritiers légitimes. Je suis heureux de pouvoir le rappeler aujourd'hui devant vous tous. Le message d'Henri V passe les époques et demeure pour demain. Je laisse maintenant la parole aux historiens en les remerciant chaleureusement du travail patient de recherche qu'ils effectuent, alors que l'histoire est instrumentalisée à des fins idéologiques. Être historien n'est pas facile, mais là aussi, il faut savoir demeurer fidèle à la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Louis, duc d'Anjou, chef de la maison de Bourbon. Merci beaucoup.